Chantal Decmine, bonjour. Bonjour Mmh, Michel. Bonjour. merci de nous accueillir en cette période de confinement, à travers une visioconférence qu'on espère, techniquement, bonne. Vous venez de publier un livre qui s'appelle, «Manuel pour, une hospitalité de l'espace public». Vous êtes architecte urbaniste au départ, mais vous êtes aussi, philosophe, vous êtes aussi, psychanalyste, Non, vous non, êtes aussi ethnologue. non, 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 ni philosophe, ni psychanalyste. J'ai fait des formations dans ces domaines-là. Ça veut Oui. dire que je suis ni philosophe, je n'ai pas mené des études suffisamment pour dire ça. Et je m'y suis beaucoup intéressée simplement. Et la psychanalyse, pareil, j'ai fait une formation de psychanalyste, mais je ne suis pas, je n'exerce pas. D'accord, et donc tout ça vous a amené à travailler pour, les collectivités publiques dans votre vie professionnelle, au travers d'une association que vous avez créée qui s'appelle Lire la ville Mm. et qui travaillait donc sur l'espace public avec, d'autres, intervenants, pas que des architectes, mais aussi des artistes, des écrivains, des sociologues, des philosophes, pour une approche un peu, multiple de la problématique de la ville. Donc ce livre, manuel pour une hospitalité de l'espace public, vous dites c'est un manifeste, pour la ville. L'espace public, c'est précisément, on parle beaucoup de vivre ensemble, c'est précisément ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est tout ce qu'on a pour le faire, hein, on n'a pas d'autres outils. Et c'est ce qui nous le permet, c'est ce qui nous l'apprend. Hein, c'est-à-dire que l'espace public, on sait qu'il a ses qualités d'être ouvert à tous, d'être gratuit, accessible par tout le monde, pour tout le monde, etc. Mais il a aussi d'autres vertus qui sont que c'est un lieu d'instruction permanente. C'est-à-dire que ça nous apprend sans arrêt ce qu'on doit faire, quels sont les codes, ce qu'on doit faire pour être avec les autres, comment se comporter, marcher sur un trottoir, le mot trottoir le dit, on doit y trotter. Tout nous est indiqué par l'espace public et c'est dans une langue qui n'est ni orale ni écrite. Donc c'est une langue qui n'est pas analysée et donc pas contestée non plus. Donc c'est une instruction extrêmement efficace parce que ça parle à notre corps, à notre expérience. Ça parle Et avec un langage et binaire. et Qui est, vous estimez donc que cet espace public, ce bien commun, accessible à tous, n'est pas assez hospitalier? Il pourrait l'être plus? il est en train de disparaître dans un certain nombre de ses qualités. Voilà. Quand je parle d'espace public, il faut le distinguer, celui de la ville, de celui d'Habermas, qui est l'espace public des médias. Hein. On parle de l'espace public matériel. Et il a fort bien été défini par un sociologue qui s'appelle Erving Goffman, et qui donne comme définition de l'espace public qu'on y rencontre de l'autre, des gens qui ne sont pas, qui nous sont hétérogènes, qui ne nous ressemblent pas forcément. Donc on y apprend à la fois, je dirais, la curiosité, c'est surprenant de rencontrer l'autre, et la tolérance. En second lieu, il dit comment dire, quand on fait une offense à quelqu'un, on s'en excuse. C'est-à-dire que ça nous apprend la politesse, l'attention à l'autre. Et puis, il dit en troisième lieu qu'on y bénéficie d'une inattention polie. C'est-à-dire qu'on vous voit, on vous prend en compte, mais on ne vous demande pas votre carte d'identité, qui vous êtes, etc. Vous n'avez pas à justifier de votre présence dans cet endroit-là. Et ça apprend la liberté, ça apprend l'anonymat, ça apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, ce sont des leçons que nous donne l'espace public. Et ces leçons, elles sont aussi, comment dire, l'espace public, c'est aussi une stratégie. C'est-à-dire que, comme en termes de, oui, de stratège, l'espace, ce sont des plans. Hein. C'est quelque chose qu'on peut lire comme des plans. Et ces plans, quelqu'un comme Michel Foucault nous a appris qu'ils étaient signifiants, significatifs. C'est-à-dire que chaque chose a une place, je dirais un peu comme à l'opéra, chaque lieu, chaque emplacement a une valeur symbolique et financière.
et qu'on se détermine par rapport à des proximités, des éloignements, des visions, on voit pas, on est près, on est loin, on est devant, on est derrière, etc. Et ça fait que l'entièreté de l'espace public de la ville est douée centimètre carré par centimètre carré d'une valeur vectorielle qui fait que, par exemple, sur un marché, les emplacements n'ont pas tous le même prix, au cimetière non plus, et dans toute la ville, il en va ainsi. On sait qu'il y a des quartiers riches et des quartiers pauvres, ça dépend toujours de l'emplacement où on est. Donc ça, c'est une stratégie dont on est l'objet, dont on n'est pas forcément l'objet de façon consciente. Voilà. Et c'est intéressant d'essayer de lire, c'est pour ça qu'on s'appelait lire la ville, d'essayer de lire cette stratégie. Alors pour lire la ville, justement, pour la lire, cette ville, vous avez choisi une méthode un peu spéciale qui est de parler des objets et non pas de rester sur quelque chose qui pourrait être une analyse beaucoup plus large, mais en partant des objets, le banc, le Voilà. trottoir, etc., vous essayez de tirer les fils de ce que pourrait être une hospitalité meilleure de cet espace. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'essaye de lire ce que sont les conséquences, ce que nous dit un banc, ce qui nous fait, ou ce que fait ou pas une absence de toilettes, par exemple, dans la ville, les toilettes publiques, ou ce que nous fait ou non un sol plus ou moins bien entretenu, etc. Et effectivement, je pense que c'est très important de partir des objets concrets pour arriver à une amélioration ou un changement de quelque chose. Hein, ce n'est pas une bagarre des idées. On peut toujours opposer à une idée une autre idée, une opinion, une autre opinion. Je crois que c'est important de partir du témoignage et de la réalité concrète. Vous abordez une vingtaine d'objets comme ça, de ce type, on ne va pas les citer tous, mais les bancs, les fontaines, les kiosques, les bains publics, les parkings, les, la nature, la signalétique urbaine, etc. Une vingtaine de thèmes de ce type-là, mais à chaque fois, vous les abordez avec une grille de lecture très Oui. spécifique. Expliquez-nous ce que c'est que cette Voilà. grille et pourquoi vous avez choisi cette grille. Voilà. Cette grille, elle s'est construite petit à petit. Au départ, j'ai travaillé avec une équipe de jeunes architectes, artistes et sociologues, et on a réfléchi ensemble à comment mettre en forme ce qu'on avait à dire à propos de ces différents objets. Donc la forme sur laquelle on s'est arrêté, et qu'on a peaufiné petit à petit, puis qui a donné aussi tout le gabarit, donc des règles d'écriture en fait, hein, de ce manuel. La forme sur laquelle on s'est arrêté, c'est en premier un chapeau, je dirais, du chapitre, qui décrit très objectivement, rapidement de quoi il s'agit. Un banc, c'est fait pour s'asseoir et c'est bien qu'il y en ait dans la ville, par exemple, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Ensuite, je dirais une problématisation de l'objet dont on parle. C'est-à-dire, on dit, voilà, c'est dommage, il n'y a plus assez de bancs dans la ville, on les retire, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Donc, on voit que les bancs, c'est une question d'abord de punition collective, hein, c'est-à-dire que quand on retire les bancs parce qu'on ne veut pas que les SDF ou les jeunes se mettent dessus, on les retire à tout le monde. Ensuite, c'est une question de santé publique. C'est évident que si on ne peut pas se reposer dans la ville, en particulier les gens les plus démunis, ils vont ils ont une santé qui s'abîme et une fatigue qui s'impose, qu'on ne peut pas dans ces cas-là, etc. Ensuite, il y a une question des paradoxes sécuritaires là-dedans. On les enlève pour des raisons de sécurité. Or, le fait de les enlever a pour résultat que toutes les personnes un peu fragiles, fragiles, c'est beau, je ne sais pas jamais quel terme prendre, un peu vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, les gens qui n'ont pas envie forcément de courir d'un point à un autre, voilà. Tous ceux qui ne peuvent pas s'arrêter dans un endroit, sur une place ou le long d'une rue, ils vont plus être là et donc vont pouvoir se mettre là seulement les gens qui sont les plus costauds, je dirais. C'est-à-dire que l'espace va être
employé, utilisé et possiblement dominé par la loi du plus fort. Voilà. Donc, alors qu'on recherche, on a un point de vue de sécurité, plus exactement de sûreté dans la ville, on va arriver à l'inverse, avoir des endroits dans lesquels des personnes pas forcément bien intentionnées vont faire régner leurs propres règles sans pouvoir être contrées. Ensuite, c'est donner le mauvais exemple en termes de citoyenneté et de civilité, c'est-à-dire c'est retirer toujours au moins fort la possibilité d'être là. Ça, c'est en soi un mauvais exemple. Et ensuite, en termes de citoyenneté, de civilité aussi, si on ne peut pas se tenir dans l'espace public, on ne peut pas participer à la vie publique, tout simplement. Et pour ce qui est aussi de quelque chose qui est très fort dans ces questions-là, qui est l'attachement au lieu, on ne peut pas non plus s'attacher à des lieux qu'on ne peut que traverser. On n'a pas le droit de s'y arrêter. Donc, il y a des problématiques qui n'apparaissent pas tout de suite quand on regarde juste l'objet lui-même. Bon, ça c'est pour le premier chapitre, je suis peut-être un peu longue. Le second, c'est finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant, sans donner des normes et des règles strictes, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du banc lui-même, par exemple, ou de la fontaine elle-même, ou de la gare elle-même, si on en parle, etc. Donc là, on peut dire des questions de dimension, des questions de matière, etc. Et ensuite, chaque fois, il y a qu'est-ce qu'on peut dire de l'implantation dans la ville de cet objet lui-même. Hein, il y a beaucoup à dire sur l'implantation, par exemple, des toilettes publiques. Les endroits où elles se trouvent sont souvent anti-anthropologiques et font qu'elles ne peuvent pas être utilisées. Donc l'implantation dans la ville. Et dans le chapitre suivant, donc le troisième chapitre, mettons, on va regarder finalement si on a une bonne politique de banc ou de toilettes publiques ou d'hospitalité, quel est l'avantage à propos de cet objet-là, quel est le bénéfice direct pour les personnes. Et donc, vous faites une série de préconisations quand même pour les pouvoirs publics en général, que ce soit les aménageurs ou les élus ou ceux qui ont le pouvoir de décision. Vous faites des préconisations objet par objet sur la meilleure façon de les utiliser. Voilà, je vois que je suis un peu longue pour décrire la fiche, parce qu'effectivement, dans la fiche, ensuite, on aura les effets indésirables, comment les contrer. Ensuite, on a des exemples et des contre-exemples. Et ensuite, on a en effet une marche à suivre, qui est une proposition, non pas de ce qu'il faut faire globalement, en général, comme est dicté une règle, mais dans le fond, si on est d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui en découle? Voilà. Et en général, dans l'ensemble du manuel, il en découle qu'il faut d'abord regarder ce qu'on a entre les mains, ce qui est sur place, parce que je crois qu'un des principaux axes de l'ensemble du manuel, c'est plutôt que d'enlever ce qu'il y a là et d'amener des programmes avec des modèles exogènes, etc., qu'est-ce qu'on peut faire en respectant ce qui est là, et d'abord donc en le regardant et en le comprenant. Voilà. Et en dernier chapitre, on a un chapitre pour en savoir plus, qui situe en général l'objet dans son histoire et puis dans la littérature, etc. Voilà. Donc chaque objet est traité de cette façon-là, analysé de cette façon-là. 20 objets. C'est un travail qui a été, j'imagine, assez long. Oui, oui, ça m'a pris environ 4 ans, mais bon, je ne faisais pas que ça, hein, mais effectivement, ça m'a pris 4 ans de terminer cet objet-là. Et est-ce que donc, à la fin de ce travail, vous avez une vision assez large de tous ces objets qui font l'espace public ou qui sont dans l'espace public? Est-ce que vous pourriez identifier des choses qui vous semblent très les choses les plus les plus graves entre guillemets pour cette atteinte à l'espace public dont vous parliez tout à l'heure et qu'il faudrait optimiser ou régler ou auquel il faudrait remédier assez vite? Je ne veux pas dire que tout est grave, mais effectivement, ce qui se passe, c'est une atteinte grave, effectivement, à tout ce qui fait l'espace public, qualitativement et quantitativement. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est déjà depuis le milieu du siècle dernier, tout ce qui a été le zoning, qui fait que, par exemple, le commerce a beaucoup reflué
des villes pour aller vers des zones extérieures. Donc ça a beaucoup en qualité du vivant de l'espace public, de la rencontre, des échanges. Parce qu'on sait que les échanges commerciaux, c'est jamais juste, sauf justement dans certains supermarchés, c'est jamais juste de l'argent contre des objets. Il y a beaucoup de paroles qui s'échangent, et on sait que c'est un lieu d'apprentissage de la vie sociale absolument extraordinaire. Donc il y a le zoning du mouvement moderne, hein, et puis le fait que le mouvement moderne aussi est abouti à un désemboîtement de l'espace privé et de l'espace public, c'est-à-dire qu'avant, on avait l'espace public qui était la contreforme des espaces privés construits, donc c'était des creux qui étaient la contreforme des pleins, et qui eux-mêmes avaient une forme. Une place a une forme, une rue a une forme. Aujourd'hui, on a des objets posés sur ce qu'on a voulu être une table rase. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de forme à l'entre-deux des bâtiments. Et l'espace public, c'était cet endroit qui a une forme et un nom, en général, aujourd'hui c'est les bâtiments qui sont nommés, alors que juste dans la ville constituée, ce sont les espaces publics eux-mêmes qui sont nommés. Ces espaces-là sont un contenant de la vie individuelle et sociale. Donc c'est extrêmement important que la ville... Aujourd'hui, les villes n'ont plus de rez-de-chaussée. C'est quand même quelque chose de redoutable, ni de vis-à-vis. Donc ça me paraît effectivement important de revoir nos façons de continuer la ville ou d'y faire des rénovations qui peuvent être catastrophiques aussi par les échelles surdimensionnées qui sont devenues celles des parcelles, et qui amènent là aussi à une perte d'espace public, mais là en termes de quantité. C'est-à-dire qu'on a des parcelles tellement grandes que l'espace public est réduit à des filets entre des grandes parcelles ou des grandes zones, et que ces filets sont dédiés en plus à la circulation, et non pas à tout ce qu'on a dit de l'espace public, ce que j'ai expliqué, enfin nommé, cité, pardon, de Goffman, qui dit tout ce qui s'y passe. Dans les façons de détruire l'espace public et la ville, il y en a une qui est assez prégnante, c'est, je dirais, l'institutionnalisation des espaces. Je m'explique. Il me semble qu'on peut distinguer trois types d'espaces. Au départ, il n'y en a que deux. Hein. Il y a des parcelles qui sont ou privées ou publiques. Donc, on a un espace privé qui appartient à quelqu'un, un espace public qui appartient à tout le monde. Et puis, il y a un espace qui vient se glisser dans tout ça, qui est celui des institutions. C'est-à-dire un espace qui appartient plus à quelqu'un ni à tout le monde, il appartient à personne dans la mesure où il appartient à une entité un peu abstraite. Si on regarde cette distinction qui fait que dans l'espace privé, on répond à des règles qui sont celles de la tradition, des relations affectives, tradition familiale, etc. C'est un espace qui est protégé, je dirais, d'autres règles, mais dans lesquelles s'exerce prioritairement celle-là, la coutume. Hein. Si on voit bien que dans l'espace public, ce qui régit l'espace public, c'est la loi de la République, et à laquelle tout le monde est soumis, je dirais que dans les espaces que moi je dirais institutionnels, on est soumis au règlement intérieur d'une institution. Ça peut être justement en dehors de la prison ou d'autres entités très spécifiques. Ça peut être tout simplement les espaces résidentiels où on est dans le règlement intérieur, soit du bailleur, qui l'emporte sur la loi de la République, sur son propre fief, et je dis le mot fief là intentionnellement, soit dans les résidences dans lesquelles c'est le syndic, les règles du syndic qui vont, de l'Assemblée générale des copropriétaires qui vont régner. Voilà. Donc je dirais que dans ces espaces institutionnels sont en train de prendre de plus en plus de place, c'est-à-dire les zones commerciales ou les centres commerciaux ne sont pas non plus des espaces ni privés ni publics. On a beaucoup d'espaces comme ça qui sont de plus en plus grands avec l'agrandissement des échelles et de plus en plus prégnants, et entre lesquels il ne reste donc qu'un pseudo-espace public
qui va, comme je le disais tout à l'heure, régler la circulation des personnes, c'est tout, qui va être lié à la circulation. Et comment réagir par rapport à ça? Je ne dis pas que ça fait que dans nos... Oui, c'est un peu un processus un peu long pour réagir, parce que ça, dans nos territoires d'urbanisation, nos périphéries urbaines, on a un petit peu un chaos avec des ronds-points, des lotissements, des espaces institutionnels, des zones, etc. Et plus du tout de villes. Voilà. Mais on ne peut pas pour autant dire qu'il n'y a rien. Hein, le vide n'existe pas sur cette planète. Et encore une fois, rien, jamais il n'y a rien. On peut considérer que ces espaces-là sont une friche sur laquelle il faut s'appuyer quand même. C'est-à-dire il faut remettre la ville en culture en s'appuyant sur des éléments qui soient fondateurs, qui puissent servir de fondation, et à partir desquels on puisse remailler, refaire des échelles de sens, remailler les trous, retrouver des continuités à partir de ce qui peut tenir lieu de fondation. Il faut qu'on fasse un repérage dans le territoire, s'appuyer sur le territoire et y repérer tout ce qui est en embryon de ville. Hein, c'est-à-dire que quand on a un carrefour, on a un trésor. Le carrefour, c'est un début de ville. Les villes se sont fondées sur des carrefours, des bords de rivières, des sommets où on fait le gué, mais entre autres, des carrefours. Et les carrefours, c'est tout simplement le contraire du rond-point. Le rond-point est centrifuge, le carrefour est centripète, le rond-point détruit la ville autour de lui, il fait un no man's land tout autour, alors que le carrefour, on peut commencer à remailler à partir d'un carrefour. Voilà. Et il me semble que si on veut, comment dire, la politique de la ville, c'était donner ça un peu comme objet, hein, refaire de la ville dans des endroits qui sont, on voit bien, on sait bien que c'est de la non-ville, voilà. Et il me semble qu'on a beaucoup essayé, d'une part en reconduisant les mêmes principes qui avaient amené à la table rase et à la construction de ces lieux, mais aussi en essayant de techniquement faire des jonctions entre ces espèces d'archipels isolés, d'espaces isolés, et la ville, en essayant de faire des passerelles, même parfois physiquement des passerelles, ou des voies rapides, etc. Il me semble que la question n'est pas seulement celle de l'éloignement ou de l'isolement, elle est une question structurelle, c'est-à-dire c'est la structure de ces lieux, les lotissements, les ensembles de bars et de tours, ou ce qu'il en reste, quoi, ou des nouvelles formes de ça. C'est la structure qui, elle, ne se laissera jamais manger toute crue, parce qu'elle est toute crue, justement, elle n'est pas du tout cuite. Elle ne se laissera pas manger toute crue par la ville de cette façon-là. Ce qu'il faut, c'est que ces endroits avec des structures anti-villes redeviennent, se refondent comme ville. Et là, si on refait de la ville dans ces endroits-là, ça regagnera on regagnera de la ville, tout simplement. Voilà. Oui, parce que vous dites justement dans les derniers chapitres, la ville ne se décrète pas, on pourrait dire qu'elle advient. Oui. Et du coup, comment faire pour que cette ville, on la laisse advenir il faut on va dire. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur l'observation et sur l'état des lieux. Vous voulez faire un état des lieux justement de ce qui est, de ce qui existe, et vous préconisez une technique un peu particulière, la technique littéraire. Vous dites qu'il faut écrire la ville. Oui. Alors expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il faut retrouver, relier ces éléments de ville ou de non-ville, non pas par des passerelles, mais par le fond. Hein. C'est-à-dire trouver les espaces, les appuis de fondation et de quelle façon on peut retrouver du sens à ces lieux et relier en termes de sens et d'imaginaire. En fait, la ville, elle est d'abord imaginaire. C'est d'abord, je dirais, ce qui la fonde. C'est un récit fondateur, par exemple. Et ensuite, ce qui la fonde, ce qui fait que c'est une ville, c'est que sa forme permet, de la part de ses habitants ou de ses visiteurs, un attachement au lieu. Hein, et c'est vrai que cet attachement au lieu, il est essentiel pour la cohésion sociale, pour la pacification des relations, etc.
Donc la question de la ville, elle est moins technique que symbolique, imaginaire, et dans une approche que moi j'appellerais poétique. Il me semble que c'est l'essentiel de la ville, sa poétique. Voilà. Et ça, un outil homogène avec cette idée-là, c'est effectivement l'écriture. Alors pourquoi l'écriture? C'est parce que il me semble qu'en effet, si on veut se mettre dans cette situation, de partir de ce qui existe, et non pas avoir l'arrogance de penser qu'il n'y avait rien à cet endroit-là, et qu'on peut enlever tout ce qu'il y a et amener des programmes standards, extérieurs, etc. Si on veut considérer ce qui est là, on est devant un gros problème de méthode, qui est que la réalité est beaucoup trop profuse et à l'infini profuse. Elle est beaucoup trop mobile de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'elle change avec le temps en permanence et elle change avec chaque point de vue qu'on va pouvoir prendre pour la regarder, quelle conception on va avoir, quelle pensée, etc. Donc, il me semble qu'on est obligé de faire des plans de coupe sur cette réalité ou des plans de projection. Hein. Et alors que le réflexe de la facilité, je dirais, c'est d'attraper la réalité par des chiffres, des schémas, essayer de réduire par la simplicité cette réalité. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et productif de l'attraper, de la saisir, d'essayer de s'en saisir, même si c'est impossible, d'essayer de s'en saisir par nos subjectivités en utilisant une subjectivité, non pas d'opinion, c'est-à-dire l'écriture n'aura pas à rendre compte d'une idée ou d'une évaluation de la réalité qu'on regarde, mais une subjectivité de point de vue, c'est-à-dire de témoignage. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut, avec l'écriture, se saisir enfin, quand je dis il me semble, c'est que je l'ai expérimenté, on peut se saisir d'une réalité de paysage, une réalité urbaine, une réalité d'un lieu, d'un espace. Encore faut-il se donner, délimiter des unités de lieu intéressantes, par exemple. Voilà, il faut y mettre de la méthode, mais quand on fait une collection de récits, comme ça, de témoignages d'observation d'un lieu, on a une matière infiniment utile et infiniment plus utile, je dirais, primordiale par rapport à des textes, à des chiffres, justement, ou à des schémas. Voilà. Donc vous demandez, aux gens, aux habitants, aux usagers, aux gens qui sont là dans la ville de témoigner de leur pratique. Oui. En fait, c'est ça. Encore une fois, pas forcément de leur pratique, non, du regard qu'ils ont ou des perceptions qu'ils ont des espaces. Je leur demande, je me le demande à moi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs façons d'approcher des textes de l'espace, des récits d'espace. C'est soit en demandant à des écrivains qui ont vraiment une habitude de manier le mot et de rendre compte de leur perception, soit à tout un chacun qui est tout aussi capable, enfin qui est très capable aussi d'écrire et d'observer, en donnant des méthodes. Alors un des exercices que je donne à faire aux personnes quand on fait comme ça, c'est un exercice à la Pérec. Georges Perec a proposé comme ça, l'auteur de Espèces d'espace, a proposé des façons de regarder autour de soi en restant un point fixe et en essayant d'épuiser la réalité qu'on a autour de soi en rendant compte par écrit. Mais ça, c'est totalement subjectif. Il n'y a aucune objectivité là-dedans. Les aménageurs vont vous répondre qu'ils ne peuvent rien en faire. Ben si, au contraire, je dirais qu'à partir d'un texte, on peut, je veux dire, ce qui se fait d'habitude, c'est l'objectivité habituelle, c'est des études. Des études où on a à l'avance une question à laquelle et une hypothèse souvent, et on va répondre à la question et valider ou invalider l'hypothèse en ayant auparavant défini des indicateurs, en appliquant une grille d'indicateurs à un territoire et en donnant une réponse sur, voilà, ce territoire, il est comme ci, il est comme ça, donc il faut faire ceci, cela. Or, quand on fait ça, on se limite d'une part
à répondre à la question posée et on perd toutes les questions que peut poser le territoire et auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et d'autre part, j'ai oublié ce que je voulais dire en second. On pose une question, on oublie les autres questions Ouais. et en même temps... Donc, soit on est juste dans la validation ou l'invalidation de ce qu'on a proposé comme hypothèse à l'avance, soit on va, de toute façon, on va répondre en se servant de standards et de modèles préétablis. Voilà. Alors que le territoire a beaucoup à nous apprendre, et c'est lui qui doit nous dire la suite de comment il doit évoluer. C'est pas seulement nous qui avons des idées sur ce qui doit devenir. Comme le disait Louis Kahn, un projet devient ce qu'il doit devenir. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte, il faut le couper au montage. Mais je dirais que plutôt que d'appliquer une grille d'indicateurs sur un territoire, je vais y rechercher des indications, quitte à être complètement surpris de ce qu'on y trouve et faire se lever de nouvelles idées, de nouveaux thèmes par rapport à ce qu'on regarde d'habitude. Oui, parce que ce que vous dites alors dans le dernier chapitre qui essaye de savoir comment on peut penser une ville plus éthique, vous dites que l'urbanisme des Trente Glorieuses a rompu avec la ville. Oui. Et que du coup, ce n'est pas par un management des habitants, je vous cite toujours, hein, ce n'est pas par un management des habitants traités par catégorie, ni au moyen de procédures de consultation, de participation, que nous apprendrons à tenir compte de ces habitants. Donc ça ouvre sur effectivement ce que vous venez de dire, mais comment aller plus loin à partir du moment où vous avez recueilli ces témoignages, comment les traiter, quelle technique vous avez de traitement? On le traite comme une matière qui est celle du texte. Et le texte se lit, et on passe de lire la ville à lire le texte de la ville, et comment dire, moi j'ai fait l'exercice comme ça à Lyon, sur une place, où j'ai obtenu une trentaine de textes comme ça par des observateurs, des chroniqueurs observateurs, qui se sont mis sur des postes tout autour de la place, donc ils font le tour de la place physiquement, et on a fait le tour enfin à des endroits fixes, hein, des postes fixes, et on a fait le tour du cadran, comme ça ils ont observé de jour et de nuit, les uns, les autres, etc. Et ils m'ont envoyé des textes de cette observation qui respectait le protocole que je leur avais proposé, qui était de rendre compte de leur perception de ce qui se passait, comment étaient les lieux, leurs observations. Et à partir de ces textes, moi je les ai lus et j'ai essayé de regarder les thèmes qui en ressortaient et non pas les regarder à partir de thèmes que j'avais moi à l'avance. Et une fois que j'ai repéré les thèmes qui étaient présents dans les textes, j'ai rassemblé les éléments de sens des textes sous ces thèmes, tout simplement. Et ça nous donne déjà une matière bien supérieure, bien plus riche que toute espèce de matière chiffrée ou encore une fois de plans d'urbanisme ou de schémas, parce qu'on a une réalité qui est infiniment plus riche en fait que ce qu'on peut sortir de nos têtes d'urbanistes. On ne peut pas confier la ville ni aux urbanistes seulement, c'est pas pensable, ni seulement aux habitants, c'est pas pensable non plus. Même si pendant des siècles les paysans ont fait le paysage et les citadins ont fait la ville, aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Par contre, il faut arriver à retrouver un emboîtement entre l'espace vécu par les personnes, leur observation qui est très riche et leurs pratiques, et emboîter ça dans une pensée, une vision de la ville et une pensée et un souci du bien collectif, de l'intérêt collectif, du bien commun. Voilà. Il faut arriver à emboîter ces deux mouvements. Oui, et donc du coup, on rejoint votre conclusion, la conclusion du livre sur l'imaginaire. Vous le disiez tout à l'heure, la ville, elle est en grande partie vécue par son imaginaire, et aussi bien par les gens qui l'habitent que par les autres ailleurs. Et si
Et c'est par cet imaginaire qu'on crée une ville. Et si cet imaginaire n'existe plus, la ville ne peut plus exister. Oui, je vois pas la question. La question, c'est que je voulais vous amener à citer Marcel Roncaiolo. En fait, comment, qui dit, sa citation, c'est comment l'imaginaire peut-il aujourd'hui résister à l'instrumentalisation du marketing et de la publicité. Mais est-ce que justement cette instrumentalisation, comme vous venez de dire, elle passe par les aménageurs, ça c'est une évidence, mais elle peut passer aussi par les habitants, par les usagers, par leur vision qui est déformée par l'instrumentalisation justement du marketing et de l'attrait touristique par exemple, ou de l'attractivité, tous ces termes qui sont passés dans le langage courant et qui polluent tout le monde. Il me semble que les aménagements urbains, ce n'est pas les habitants qui les décident. Pour l'instant, non, oui. Et du côté du marketing urbain, c'est pas du tout les initiatives des habitants qui sont récupérées là-dedans ni reprises. Hein. Il me semble pas. Par contre, il me semble que ce qui est très important dans l'imaginaire urbain, c'est que c'est du côté de ce qui fait l'identité d'une ville et d'un lieu. Alors, bon, moi, j'aime pas bien le terme identité pour ce qu'il a été, ce qu'on en a fait. Donc, et puis, même pour son étymologie, identité, c'est du côté de idem, la répétition, alors que singularité, c'est du côté du unique, de ce qui est unique. Là, il me semble donc que la singularité des villes, c'est ce qui permet que leurs habitants et ceux qui viennent les visiter, comme je le disais tout à l'heure, s'attachent au lieu, est un attachement à ces lieux. Et de ce fait, quand on forme une communauté d'attachement comme ça, je dirais c'est comme, si on regarde, voilà, c'est comme dans un théâtre, où le fait de regarder la même pièce de théâtre et de s'y intéresser crée la communauté de ceux qui sont là. Et il me semble que, et que ça permet un côtoiement pacifique, ça permet beaucoup de choses, et un sentiment d'appartenance, de former un collectif. Et je crois que ça, c'est très, très, comment dire, ça fait partie des choses qui sont primordiales dans la ville, bien plus que les autoroutes et, et les circulations et tout ce qui se calcule. Et ça, comment l'attraper, en effet, sinon par l'utilisation de la subjectivité et de la subjectivité reprise dans un projet commun. Il me semble qu'il faut arriver à quelque chose de cet ordre-là.